Madame Jean, bonjour. Bonjour. Et vous êtes à la fin de votre mandat comme secrétaire général de la francophonie et vous allez briguer un deuxième mandat, c'est de notoriété publique. Maintenant, il y a quelques semaines, le président Emmanuel Macron a appuyé ouvertement la candidature d'une autre candidate, qui est la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, à ce poste. Comment vous avez réagi quand cette nouvelle est sortie? Je pense qu'avec tout le respect que je dois au président de la République française, qu'il ne me restait qu'à prendre acte, c'est-à-dire prendre acte d'une décision qui est la sienne. Mais la France est un pays avec 83 autres, quoi. La francophonie, c'est 84 États et gouvernements. Et chaque pays chaque chef d'État peut exprimer son point de vue. Mais ce qui me conforte, c'est vraiment l'appui très fort du Canada, incluant le Québec, le Nouveau-Brunswick. Ça a été le cas en 2014. C'est aussi un bilan, c'est un rapport de confiance aussi avec d'autres États et gouvernements dans la francophonie qui montrent leur appréciation de ce bilan, c'est-à-dire de tout ce que j'ai su impulser, déployer en m'appuyant sur la feuille de route qui m'a été confiée par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet de Dakar. C'est le moment où je suis élue secrétaire générale de la francophonie et des résultats produits, de l'impact. On va parler des résultats tout à l'heure, mais vous croyez vraiment qu'on peut, à l'intérieur de cette organisation-là, aller contre la volonté du plus gros donateur, qu'est la France? L'idée n'est pas d'aller contre une volonté. La décision se prend par consensus et elle se prendra à Erevan. C'est la règle. L'idée n'est pas d'être contre quiconque. Je crois que nous sommes à un moment de vérité pour la francophonie. C'est-à-dire sur ce que porte cette organisation, ses fondamentaux, son action, son positionnement aussi sur l'échiquier multilatéral. C'est de ça, au fait, dont il est question. Est-ce que vous étiez surprise parce que c'était quand même assez surprenant comme sortie. Oui, il y a eu un moment de stupéfaction. Et puis ensuite, on entend, on soupèse les arguments. Il y en a certainement un qui est de l'ordre d'une certaine réelle politique. Mais moi, je suis dépositaire d'une organisation, d'un mandat, d'une feuille de route, et c'est là-dessus que je m'appuie. Que pensez-vous de la candidature de Madame, de la ministre rwandaise, Madame Mushikiwabo? Est-ce que c'est pour vous bon, ça sera éventuellement une adversaire quand vous allez défendre? Moi, je ne suis pas du tout dans l'adversité, ni dans le duel. Ça regarde les médias. Les médias ont envie de le proposer ou de le présenter ainsi. Je connais Madame Mushikiwabo parce qu'elle a été ambassadrice du Rwanda au Canada. Elle m'a présenté ses lettres de créance alors que j'étais gouverneur général du Canada. Elle a vécu longuement à Ottawa. Je n'ai aucune animosité à son endroit. Elle accepte ce pari et moi j'en porte un aussi. Mon pari, c'est vraiment celui d'un mandat qui m'a été confié, d'une feuille de route que j'ai eu à porter, d'actions qui ont été conséquentes dans un contexte mondial quand même de grands défis, défis sécuritaires, défis de développement, défis aussi de défense des droits et des libertés. J'arrive à un moment, vous savez, dans la francophonie, où on n'a jamais vu autant de pays, notamment francophones, d'Afrique, mais pas seulement, engageant presque en même temps des élections, qui sont des grands moments de tension. Et l'action politique de la francophonie a été quand même des plus intenses. On ne l'avait jamais vu ainsi. Donc cette francophonie politique, c'est celle-là aussi qu'il faut défendre. Cette francophonie d'accompagnement pour l'état de droit, la démocratie, pour vraiment aussi les objectifs de développement que se fixent les pays, dans la lutte aussi contre le réchauffement climatique. C'est tout ça qui m'importe. Maintenant, Madame Jean, vous allez évidemment défendre vos résultats du premier mandat. Oui. Quels sont les 2 ou 3 éléments, évidemment on ne peut pas parler de tout, dont vous êtes la plus fière? Qu'est-ce que vous allez mettre de l'avant pour dire, voilà, la francophonie doit me choisir pour un autre mandat, j'ai besoin de ces autres 4 années pour accomplir ce que j'ai commencé? Ça serait quoi? Je pense que ce qui a été formidable, c'est que la promesse engagée à Dakar, dont le thème du sommet était les femmes, les jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement, en était une, je dirais, d'inclusion. Inclure davantage ces forces vives, mais vraiment
dans toute la trajectoire tracée par la feuille de route. Et vous avez tout fait dans ce sens? Ah, absolument. C'est-à-dire que nous allons, par exemple, arriver à Erevan avec une stratégie qui est la plus solide que la francophonie ait connue sur l'égalité entre les femmes et les hommes, l'autonomisation et les droits des femmes et des filles. Ça, c'est important. En plus, ce qu'il y avait au cœur de la feuille de route, c'est la stratégie économique de la francophonie. Et j'ai voulu l'engager de manière très inclusive en soutenant l'entrepreneuriat et les initiatives économiques qui sont portées par les femmes et par les jeunes, en soutenant les objectifs de croissance des pays, en engageant vraiment des actions qui permettent à ces pays de mieux défendre leur plan de développement économique et social, en rassemblant beaucoup aussi, en nous appuyant sur tous nos réseaux. Par exemple, les ministres de l'économie, de l'industrie, les ministres aussi des finances, faire en sorte que nous soyons là pour les accompagner dans leur négociations avec les institutions de Bretton Woods, comme le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce et tout cela. Donc, donnez-nous un exemple qui va parler à nos téléspectateurs, oui. Parce que là, on parle des grands principes, des grandes organisations internationales. Plus que des principes, hein. Oui, je comprends. Mais justement, un exemple concret d'une action qui a vraiment favorisé les jeunes, les femmes dans un pays concret, par exemple. Puisqu'on parle ici, par exemple, de ce qui a fait la différence pour le Québec et son développement, hein, ou au Canada, il y a eu aussi la mise en place de dispositifs d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et industries. On appelle ça des incubateurs, des accélérateurs, des espaces collaboratifs. Nous avons déployé, rien que sur l'Afrique, sur 13 pays d'Afrique et de l'océan Indien, de ces dispositifs, et nous avons accompagné aussi l'existant. C'est-à-dire pour permettre de mieux structurer les plans d'affaires, les objectifs, les capacités aussi de ces moteurs de croissance que sont ces très petites et moyennes entreprises, qui sont déterminantes, et faire en sorte que ces entrepreneurs trouvent vraiment plus de compétitivité et de capacité pour se positionner sur le marché à la fois local, sous-régional, régional, et voir le marché international. Rien que dans la francophonie, 84 États et gouvernements sur les 5 continents, nous avons à la fois l'offre qu'il faut amener à un niveau de qualité, sur des standards de qualité, et nous faisons cela avec, entre autres, le réseau de normalisation pour la francophonie qui est basé ici au Québec, et il y a la demande. Et l'idée, c'est d'établir des passerelles pour que l'on crée plus de synergie économique dans la francophonie. Et ça, c'est précieux. Ça veut dire que, par exemple, systématiquement, rencontrer les chambres de commerce et d'industrie, rencontrer ces forces économiques, rassembler aussi un réseau des ministres. Nous mettons en place en ce moment un réseau des ministres responsables des économies numériques. La question du numérique, elle est fondamentale. Et nous avons aussi une stratégie numérique. Maintenant, Madame Jean, vos détracteurs disent que la francophonie, comme organisation, j'aimerais bien que vous répondiez à ça, n'a jamais été aussi marginalisée qu'elle l'est depuis ces dernières années. D'accord. Vous l'avez déjà entendu, ou c'est la première fois? Ça par contre, je dirais que c'est une appréciation qui est totalement à côté de la réalité. La francophonie, par exemple, désormais, elle est appelée au Conseil de sécurité pour témoigner de l'état du monde. J'ai eu moi-même à porter un plaidoyer sur, par exemple, les opérations de maintien de la paix. Nous travaillons avec les Nations Unies depuis presque 20 ans maintenant sur les opérations de maintien de la paix, leur efficacité, et ces opérations sont déployées pour la moitié d'entre elles dans des pays de l'espace francophone. Et c'était la première fois. C'est la première fois, que vous avez été appelé. Dès mon arrivée en 2015, j'ai tenu à ce que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, soit considérée et positionnée comme un acteur incontournable. Parce que je dirais, ces menaces que l'on qualifie d'asymétriques, dont le terrorisme, nous traversent entièrement, nous, dans l'espace francophone. Vous savez, nous apportons, avec les expertises que nous savons rassembler, un appui considérable, par exemple, sur les centres de veille, les centres d'analyse, de données et de renseignement qui permettent de renforcer la lutte si essentielle contre le terrorisme. Maintenant, je voudrais rajouter autre chose aussi. Je rentre des Nations Unies où j'ai été appelée
avec d'autres chefs d'organisations internationales et régionales partenaires des Nations Unies, à participer à une retraite où nous discutons d'une chose essentielle pour le renforcement du multilatéralisme, d'un partenariat sur la base d'une action plus concertée et coordonnée entre nous, organisations partenaires. Parce que nous sommes tous ensemble sur le terrain. Je veux dire, pour affronter des situations de grande tension dans nombre de pays. Et j'ai tenu, sur ces dernières années, par exemple, durant tout mon mandat et dès mon arrivée, à faire en sorte que, justement, il y a une action plus concertée et coordonnée, et cela produit des résultats. Maintenant, on dit que c'est-à-dire que ça permet de désamorcer des situations extrêmement conflictuelles et de grande tension. On dit que le président Macron, justement, voudrait ramener l'Organisation internationale de la francophonie à sa mission première, qui est plus une mission culturelle, une mission de défense de la langue, que la francophonie, ce serait un peu trop dispersé à son goût dans des questions économiques, stratégiques et de défense. C'est-à-dire qu'à cet égard, là encore avec tout le respect que je dois au président de la République française, ce que je tiens à dire, c'est que la francophonie dès le départ n'a jamais été une organisation strictement de promotion de la langue française voilà. Je vous cite Léopold Sédar Senghor, l'un des pères de la francophonie, qui dit la chose suivante. Notre francophonie n'est ni une tour ni une cathédrale. Elle s'enfonce dans la chair ardente de notre temps et ses exigences. La francophonie s'est toujours définie aussi dans cette coopération active avec la langue française, comme un trait d'union pour agir ensemble sur les exigences de notre temps. Et c'est ce que nous continuons à faire. Nous ne sommes pas du tout dispersés. Si vous regardez les déclarations des sommets successifs qui rassemblent les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Vous regardez les feuilles de route. Les attentes qui sont formulées par ces chefs d'État et de gouvernement sont de l'ordre de, justement, éducation, formation, stratégie économique, stratégie numérique, sécurité, stabilité, action politique pour la démocratie, l'état de droit, la défense des droits et des libertés. C'est ça, hein, nos fondamentaux, c'est ça. Donc, nous ne sommes pas là strictement et la culture, notre approche de la culture, elle est quoi? Comme une composante aussi du développement. Comme je dirais, une chose essentielle aussi pour renforcer la cohésion sociale, le dialogue. Donc, sur tous ces champs, nous sommes sur nos fondamentaux. Nous ne sommes absolument pas dispersés. Et sur un multilatéralisme renforcé, la francophonie est reconnue et attendue aussi pour sa plus-value, son approche, ses expertises, ses réseaux qui sont très forts et qui voilà, font sa force. Maintenant, il est un secret de polichinelle que ce qui vous a fait le plus mal durant votre mandat, c'est des questions de gouvernance, ce sont des dépenses pour les rénovations de l'appartement à Paris, ce sont la voiture privée, est-ce vrai ou non, chauffeur privé pour votre mari. Ces questions de gouvernance, oui, vous ont fait mal. C'était des journalistes, c'est des journaux, des enquêtes qui ont révélé ça, mais c'est aussi les politiciens qui l'ont repris. Le Premier ministre du Québec a insisté là-dessus à plusieurs reprises. Il faut régler les problèmes de gouvernance à l'OIF. Comment répondez-vous à ça? D'accord. Alors, une chose est certaine, c'est qu'il y a eu effectivement une campagne acharnée et extrêmement accablante qui a produit, je dirais, beaucoup de désinformation. Parce que les faits sont les suivants. Je suis élue secrétaire générale de la francophonie. Je suis installée par l'administrateur en poste à l'époque, le Québécois Clément Duhem, dans un appartement qui est propriété du gouvernement du Canada et qui était vacant. Cet appartement présentait, je dirais, des défauts d'infrastructure. Il n'y avait pas eu d'investissement dans cet appartement depuis un certain temps. Le gouvernement du Canada lui-même admet qu'en l'état, il n'est pas habitable, mais prend entente, l'administrateur, M. Duhem, prend entente avec le gouvernement du Canada pour m'y installer et prendre à la charge de l'OIF les travaux nécessaires pour en faire un appartement de fonction. Donc tout ça a été entendu et transparent dès le départ. Je pense que nous avons tout dit sur la question. Je pense que l'administrateur actuel de l'OIF qui a pris fonction le 1er avril et les travaux ont été exécutés. Je suis arrivée à Paris le 5 janvier 2015
et ces travaux exécutés par l'OIF avec l'assentiment et sous l'inspection du gouvernement du Canada ont été effectués entre janvier et avril. Donc, d'autre part, quand vous parlez... Non, mais vous avez parlé aussi de chauffeurs privés. Ouais. Il n'y a pas de chauffeur privé pour mon époux. Il y a une équipe de chauffeurs de l'OIF, d'accord, et il est vrai que, par exemple, ces chauffeurs sont mis aussi à disposition de la résidence, et il arrive dans les temps très rares où mon mari est là, effectivement, où un chauffeur peut être mis à disposition. Mais ça, c'est inscrit dans le contrat, et ça a toujours été le cas, y compris pour mes prédécesseurs. Donc, on me fait un procès avec une hyper-personnalisation de la chose, où est-ce que l'on me prête un train de vie qui n'est pas du tout conforme à la réalité. Pourquoi le Premier ministre du Québec, M. Couillard, a encore mentionné, quand il faisait référence à son appui à votre candidature, Oui. puisqu'il appuie votre candidature de façon conséquente, et à votre deuxième mandat, il a quand même parlé des problèmes de gouvernance qu'il faudrait régler à Paris. Je pense que la gouvernance à l'OIF est à bien des égards irréprochable. C'est-à-dire que nous sommes sous des règles de gouvernance qui sont celles des organisations internationales et l'administration d'organisations internationales. En ce moment même, alors que le secrétaire général Antonio Guterres de l'ONU engage des réformes, il engage aussi un code de transparence appuyé sur l'initiative internationale en faveur de la transparence de l'aide. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé, moi, en arrivant à la francophonie, c'est une organisation qui avait un fort déficit de communication. Il y a beaucoup d'informations, par exemple, qui sont destinées à nos instances, mais qui ne sont pas accessibles au public. Et moi, dès mon arrivée, j'ai voulu une chose. D'une part, construire une culture de l'évaluation et des résultats. Développer ça dans cette organisation où je trouvais qu'il y avait quand même des lacunes. Nous sommes soumis à une reddition de comptes régulière avec l'appui d'un audit externe qui est mené par la Cour des comptes du Maroc en ce moment. Précédemment, en début de mandat, c'était la Cour des comptes de France et qui agit avec, dans les deux cas, une vigilance absolue et qui salue aussi notre collaboration constante à l'administration de l'OIF, à toutes leurs requêtes. J'ai instruit aussi avec l'administrateur Adam Awan de l'Organisation internationale de la francophonie aussi un audit interne, une équipe d'audit interne qui voit aussi à l'évaluation des risques, l'identification des risques, la gestion de l'OIF. Nous avons aussi une commission administrative et financière où nous rendons compte aux chefs d'État et de gouvernement, à travers aussi le Conseil permanent de la francophonie, de toute l'administration de l'organisation. Je pense qu'en ce moment, le code de transparence que nous mettons en place, et j'y tiens absolument, va nous permettre de prendre des décisions cruciales qui sont soumises aux chefs d'État et de gouvernement sur qu'est-ce que nous rendons public. C'est ce que fait aussi Antonio Guterres pour l'ONU. Qu'est-ce que nous rendons accessible pour une meilleure traçabilité, je dirais à la fois de l'aide, une meilleure traçabilité aussi de l'impact de nos programmes et une évaluation constante aussi, je dirais, de notre efficacité. Notre taux d'exécution, par exemple, nous l'avons amené à 90%. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Donc, bien sûr, il y a eu des pressions faites par cette même campagne dont nous parlons et qui finalement apportait des informations qui étaient totalement à côté du réel. Donc voilà. Maintenant, effectivement, campagne qui a été quand même assez soutenue ici au Québec, mais et qui a étonné beaucoup le reste de la francophonie, hein, je vous l'avoue. Mais vraiment. Mais là, on n'a pas que le Journal de Montréal et quelques autres journalistes. Il y a quand même des députés conservateurs qui, en Chambre, ont fustigé M. Trudeau de donner un appui à votre candidature pour un deuxième terme. Il y a la CAQ au Québec qui peut-être va former le prochain gouvernement au Québec, qui a dit s'ils sont élus, ils n'appuieront pas votre candidature. Comment expliquez-vous cette animosité à votre égard? Je pense que, d'une part, je pense que nous vivons dans un monde en ce moment où l'action de certains médias appuyée sur
une approche très populiste, une approche acharnée, mais qui peut être vécue aussi par des politiciens presque comme une sorte d'action d'intimidation. Je vois l'impact que cela peut avoir sur les politiciens. Moi, face à tout cela, je reste responsable, responsable, c'est-à-dire dans la nécessité de rendre compte des faits, de la réalité d'une administration, d'une gouvernance, qui est toujours perfectible, que l'on peut moderniser, mais nous avons aussi des faits qui ne sont pas rapportés par ces médias et qui montrent l'irréprochabilité de notre gouvernance au sein de cette organisation. Avez-vous l'impression que vous avez une pente à remonter maintenant pour arriver à Yerevan avec une candidature solide à votre propre succession? Moi, je pense que s'il y a pente à remonter, elle est aussi d'une responsabilité partagée, c'est-à-dire face à l'action de certains médias qui, en quelque sorte, mise sur le spectaculaire, la désinformation, et je dirais que cela peut aller jusqu'à de la diffamation très grave. Et à cet égard, cela vient créer un effet qui peut être déstabilisant à la fois pour la démocratie, pour les institutions de la démocratie et de l'état de droit, et pour des organisations internationales. Nous vivons dans ce monde-là, nous en sommes conscients, et c'est face à cela que nous devons nous situer. Et je pense que la responsabilité politique est aussi celle d'un discernement face à ces pressions qui sont exercées. Et il faut se prêter à un exercice, je pense, constant de vérité. Maintenant, Madame Jean, pour terminer, d'ici 2050, la majorité des francophones seront en Afrique. Est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'une Africaine devrait, une femme africaine surtout, devrait être à la tête de l'organisation très bientôt? Je pense que notre organisation est d'abord une organisation internationale et multilatérale sur les 5 continents. Et je pense que le choix fait par les chefs d'État et de gouvernement est de tenir compte de cette dimension aussi internationale et de l'énergie que l'on a envie d'amener à cette organisation. Moi, vous savez, en 2014, ce débat-là sur il y a une règle non écrite qui voudrait que ce soit un Africain qui soit à la tête d'eux, cet argument a aussi irrité les Africains, qui disaient au fait, mais pourquoi ne pourrions-nous pas choisir un candidat ou une candidate qui amène cette énergie nécessaire pour engager plus de synergie au sein de cette organisation, pour, je dirais, engager cette organisation aussi sur un échiquier multilatéral face à tous les défis auxquels nous avons à faire face. Et moi, je jouis de cette confiance-là, c'est-à-dire sur ce que j'ai à apporter. Qu'est-ce qui a influencé le choix en 2014? Et ce sont les chefs d'État eux-mêmes qui me l'ont dit. D'une part, le fait d'être une femme de synthèse qui incarne bien cet espace de la francophonie. Que vous êtes toujours. Qui est à la fois du Sud et du Nord, qui porte cette double sensibilité, qui apporte aussi une énergie qui permet d'engager cette feuille de route extrêmement exigeante et ambitieuse, mais qui participe d'une ambition légitime. Ce que nous sommes, nous connaissons notre force, cette capacité de mobiliser. Je connais ma capacité de mobiliser. Je me souviens à l'époque... Et j'en ai fait la preuve. Je me souviens à l'époque, en 2014, vous disiez une phrase qui m'est restée dans la tête, « L'Afrique marche dans mes veines ». Bien sûr. Je suis de cette origine-là. Maintenant, vous avez eu l'occasion de visiter l'Afrique encore beaucoup plus que quand vous étiez gouverneur général. Vous avez toute la francophonie. Voilà. Et est-ce que vous avez vraiment l'impression que vous êtes près de ce continent, que vous comprenez ce continent? Bon, je ne vais pas revenir aux dépenses, mais quand même, quand on dit que vous, lors d'un voyage à New York, vous avez une note d'hôtel de 50 000 $ pour 4 nuits. Excusez-moi, mais d'où prenez-vous ça? Mais d'où prenez-vous ça? Je veux dire, quand nous nous déplaçons, au moment où nous nous déplaçons aux Nations Unies, nous sommes en pleine mobilisation autour de l'accord de Paris sur la conférence climatique qui doit se tenir à Paris et qui est vraiment un temps fort. Nous sommes traversés, nous, de la francophonie,
par les effets dévastateurs du réchauffement climatique. Nous avons une expertise en ce domaine. Et ce que nous avons fait à l'ONU à ce moment-là, nous avons mobilisé les chefs d'État, nous avons porté une campagne et nous avons porté une concertation essentielle. Et les frais dont vous parlez couvrent vraiment le déplacement de toute une équipe qui est appelée par les Nations Unies pour apporter son concours avec une réflexion très solide sur le réchauffement climatique et la réalisation de l'accord qui doit être engagé ensuite à la conférence sur le climat qui se tiendra à Paris. C'est ce que nous avons fait. Alors, évidemment, quand vous faites ce type de déplacement et que vous allez sur place aux Nations Unies, ou est-ce que vous allez mener une concertation qui va impliquer des chefs d'État, vous arrivez avec une équipe. Et une bonne partie de cette équipe venait, entre autres, de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est basé ici, à Québec. Donc, vous voyez la façon dont on déforme les propos. On dit 50 000 $ pour 4 nuits d'hôtel, et ce qu'on ne dit pas, que ce n'est pas ça. Combien de personnes? C'est une mission qui s'est déplacée pour vraiment jouer pleinement son rôle de plaidoyer aux Nations Unies, tenir des concertations qui ont été déterminantes ensuite pour la réalisation de l'accord de Paris. Et nous sommes là, sur ce chantier, depuis 1992, depuis vraiment le sommet de la Terre à Rio. C'est nous qui formons les négociateurs francophones, c'est nous qui mobilisons en français les pays de l'espace francophone pour que ces pays, notamment en développement, soient en capacité de venir négocier dans ces moments, ces temps très forts, qui sont déterminants pour les enjeux de développement pour eux, en français, porter leurs perspectives, porter leurs solutions et faire état de leur réalité. C'est notre rôle, ça. Regardez comment le PNUD s'engage sur des choses pareilles, ou d'autres agences onusiennes, ou d'autres organisations, et vous vous direz franchement, investir sur cette mission aussi importante, la somme que vous dites, pour mettre à l'œuvre une équipe, c'est de notre devoir, et cela a été fait de manière responsable. Madame Jean, vous croyez en vos chances, évidemment, à Yerevan. Je crois en la francophonie. Vous allez être là encore pour 4 ans? Je crois à la francophonie, et je me sens dépositaire d'un legs très très important, c'est-à-dire qui est celui d'une organisation qui est née vraiment d'une volonté et d'un idéal porté par cette vision d'un humanisme intégral et universel, cette coopération très intense et très active entre des pays vraiment sur les 5 continents qui ont envie de faire front ensemble face aux défis de notre temps. Et ça, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci.